Bonsoir à tout le monde. D'abord, je dois vous dire que cette séance va être filmée pour pouvoir être retranscrite sur les réseaux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui refusent ce film? Donc, je vous en remercie. Donc, merci d'être là assez nombreux. On se réunit ce soir pour vous présenter ce projet qu'on veut nous mettre au-dessus de la tête à la Sarrie. Donc en gros, il va se situer à côté de la carrière de la SEC. Il va se situer ici. Alors il faut savoir que cette société qui nous présente ce projet, qui s'appelle Mathilde, n'a que 2 ans de recul sur le traitement des mâches-fer en béton et qu'ils ont un brevet en cours mais qui n'a encore pas été validé. La deuxième chose, en tout cas pour nous, qui nous semble très importante, la première, c'est qu'en cas d'événements climatiques majeurs, sans rentrer dans le détail technique de ce qu'ils nous ont présenté, où vont aller les toxines de ces produits. En sachant que les mâches-fer, ils sont chargés en métaux lourds, en dioxine et d'autres toxiques en fait, qui sont le résultat de l'incinération des ordures ménagères de Nice, d'Antibes et apparemment Monaco. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous présente. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la société Mathilde dans la salle? Comment? Oui ou non? Il y a quelqu'un de chez Mathilde? On pourrait le dire. Apparemment, il n'y a pas de réponse. Donc il faut savoir que sous le plateau de la Sarrie se trouve notre réserve d'eau qui s'étend jusqu'au Var et qui a été estimée à peu près à 375 km². Et en quantité, en volume, 55 millions. 55 millions de mètres cubes. Non, elle produit 50 millions de mètres cubes Elle produit par an. par an. Mais elle a une capacité assez grande quand même. Ah oui. Parce qu'on parle d'une hauteur quand même de 33 mètres linéaires. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est l'eau qui coule dans notre robinet. Et pas que le nôtre. Hein. Il va sur Opio, il va sur Châteauneuf, il va sur Grasse. Il va en partie sur Roquefort, Gourdon. Enfin, quand elle peut couler, hein, parce que cet été, Gourdon, on est obligé de les ravitailler en eau, hein, camion citerne. Il faut savoir aussi pour cette maturation, parce qu'ils veulent nous faire maturer les mâches-fer en haut, ça se fait en humidifiant les mâches-fer. Alors pour les détails techniques, je vais laisser Georges présenter. Alors on est censé recevoir donc le mâche-fer brut et le stocker. Stocké dans ces 3 casiers-là, qui font chacun 8000 tonnes. Pour info, ces casiers devraient avoir une hauteur autour de 8 mètres et quelques de hauteur. Donc ça veut dire que quand on prend le plan précédent dans le virage de la SEC, on va les voir de kilomètres sans problème. En plus, la fabrication du béton, quelque part par là, ici, centrale à béton. On a un silo qui lui fait 12 mètres. Ça passe pas trop inaperçu que je sache. Okay. Ensuite, donc, ces mâches-fer, une fois qu'ils sont humidifiés et donc qu'ils sont, on va dire, dits non polluants, vont passer sur un
crible ici, où là ils subissent tout un tas d'opérations. Ils vont aussi subir, comment dirais-je, un broyage. Ce broyage va permettre de casser les mâches-fer parce que certains peuvent avoir une granulométrie de 300 mm, 30 cm. Donc il faut les casser pour les mettre à niveau. Suite à ça, ils passent dans un souffleur qui lui est là pour séparer les poussières. Donc ça veut dire séparer les poussières, où est-ce qu'elles vont aller? Dans la nature, hein, forcément. On a ensuite un crible avec un courant de Foucault, ça permet de sortir s'il reste des métaux ferreux et non ferreux. Donc là c'est pareil, comment ça va être trié, on ne sait pas trop. Et ensuite effectivement il y a l'exploitation ici, je dirais, du mâche-fer par lui-même, via aussi, si besoin, la centrale béton pour produire les fameux cubes, les fameux Legos. Okay. Voilà un peu le principe, je dirais, rapide hein, du process. L'humidification, elle se fait où? Elle se fait sur les casiers. Sur les Ah, casiers. c'est là où c'était indiqué stockage. Tout à fait. Voilà, ouais, Alors il faut savoir là aussi, notre interrogation, c'est que dans leur étude, ils parlent d'une convention qui se passerait avec l'usine MAN pour remonter leurs eaux de la SEC pour humidifier ces mâches-fer. De la STEP, la station d'épuration. Oui, Ouais, ouais. la SEC. Oui, excusez-moi, station d'épuration, tout le monde ne connaît pas les sigles. Donc deux questions se posent. Qu'est-ce qui va devenir du débit du Rioux, puisque c'est une quantité d'eau que le Rioux va plus recevoir. La deuxième question qui se pose, en cas de sécheresse, les industriels sont obligés de limiter leur consommation d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir renvoyer? Ils vont l'utiliser. Voilà. Et en plus, la maturation des mâches-fer sera en circuit fermé. C'est-à-dire qu'après un passage d'eau sur les mâches-fer, ils récupèrent. Ces mâches-fer sont chargés en toxines, ce qu'on appelle les lixiviants. Et on réarrose avec la même eau. Jusqu'au jour où on ne peut plus l'utiliser parce qu'il est tellement chargé en toxines que... Alors pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, si on a bien regardé l'étude, il parle bien d'évacuer ces eaux, mais on ne sait pas où et ni comment. Dans l'étude, il est précisé des bacs de rétention, à ce que j'ai vu. Oui, mais arrivé à un moment. Oui, mais les bacs de rétention, vous les avez de chaque côté, là. Donc celui-là, réputé, je dis bien entre parenthèses, réputé pour être de l'eau propre, uniquement pluviale. Et vous avez un réservoir ici, un bassin, qui lui aura les eaux chargées. Il fait 8000 mètres cubes et il aura une profondeur environ de 5 mètres 30. Et l'autre est. Et l'autre à peu près pareil, par contre, ici le terrain est instable. Voilà, D'après les études géo, le terrain est instable à cet endroit-là. Donc par contre, l'autre bassin, le grand bassin qu'on a vu qui récupère les eaux salies, 5 mètres, ça veut dire qu'ils vont percer dans la roche, donc il y aura fracturation, donc une pénétration encore plus importante. J'ai une question. À côté, on a MAN. MAN est suivi par le ministère maintenant, je crois. Avant, c'était l'Adrir. C'est une usine Céveso, MAN. Il y a des solvants, Ouais, il y a un c'est certain nombre de Céveso, produits donc, qui sont aussi dangereux. Mais effectivement, ça fait 20 ans, 30 ans que MAN peut-être est à la Sarre. Bon. Tout à fait. Donc, c'est une entreprise qui tourne, qui est bien, etc. Mais elle est suivie effectivement par le ministère de l'Environnement, je crois, aujourd'hui, non? Il y a des gens de MAN sûrement ici. Donc, c'est pas l'Adrir, c'est fini l'Adrir. C'est Céveso. L'Adréal, voilà. L'organisme, c'est l'Adréal, effectivement. Quel organisme suivrait ce type de société? Non. Il n'y aura pas de CSS dessus. Il n'y a aucun suivi? Si, bien entendu, Alors, ce sera suivi par l'Adréal. Par l'Adréal, d'accord. Il n'y aura pas de comité de surveillance. D'accord. Il y a quand même un statut pour ce qui est ICP, quand même. Oui, mais d'après ce qu'on a vu, c'est un contrôle annuel. C'est peut-être ces gens-là qu'il faut aussi contacter.
Donc je vous laisse imaginer. De toute façon, moi ce qui me gêne là-dedans, c'est déjà qu'il n'y a pas de recul. La deuxième, c'est qu'on a une réserve d'eau qui est importante dessous le plateau karstique. Et la troisième, c'est quand il y a d'événements majeurs, ben, il ne faut pas rêver, hein, la flotte elle va descendre en bas. Hein. On a vu ce que ça fait dans les trois vallées. On n'est pas à l'abri. J'ai entendu parler qu'il y aurait un brevet qui était déposé Non, le brevet est en cours. en cours. Qu'est-ce qui fait que ça retarde? Parce que si c'était si bien que ça, ils auraient accepté. Là, je ne peux pas te répondre, parce qu'on ne suit pas l'étude du brevet. D'accord. Et ils n'en parlent pas dans leur étude. Si ça prend du temps, c'est que c'est pas ou quoi. On peut tout le temps se poser une question, parce qu'après la maturation des agrégats, on sait très bien que la coque elle va peut-être être à peu près apurée, mais ce qui est au centre de l'agrégat, on est quand même persuadé qu'il restera des toxines dedans. Donc déjà, quand ils vont les rebroyer pour les passer en centrale à béton, la poussière va partir dans l'air, quoi. Il n'y a pas de limite. Pour l'instant, ils ne parlent pas d'impact olfactif. Hein, je crois que quelqu'un du groupe, du collectif, voilà, a contacté Fos-sur-Mer et qu'ils attendent une réponse. Hein. Ils ont contacté des associations de l'environnement, c'est ça? Donc pour l'instant, on attend une réponse. Aujourd'hui, ils envoient la pollution olfactive sur les parfumeurs en disant que bon, dans le coin, il n'y a que les parfumeurs qui sentent une certaine odeur. Eux s'affranchissent de ça, carrément. Oui, c'est pas mal. Alors qu'on sait que la maturation, ça semble pourri quand. Logiquement, oui. Logiquement. Oui. Bonjour, je me présente Francis Kira, je suis le président du groupe spéléologique Gourdonnet, Océane Transmission. On travaille depuis plus de 40 ans sur le système du plateau de la Malle. Vous dépendez du plateau de la Malle. En 1999, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un projet d'enfouissement des ordures ménagères dans la carrière de Gourdon, côté Gourdon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On renvoie les choses sur Bar-sur-Loup. Oui, tout à fait. À cette époque-là, on a fait 2 traçages. On a fait des multitraçages pour savoir où l'eau allait sur le massif et entre autres l'eau de la carrière. L'eau de la carrière va sur les figurés. Sur de fortes pluies, le temps de transfert, il est de 8 heures. En traçage, en période sèche, il est de 1 mois. Donc ça, c'est dans le rapport de M. Christian Mangan, hydrogéologue, qui avait fait ce traçage-là, où j'avais participé aussi à cette occasion. Il va aussi sur la source de Notre-Dame. Il va sur la source de Rio Haute. Il y avait un deuxième forage qui était fait de 280 mètres de profondeur, où il y avait un autre traceur d'injecté. Celui-là, il est sorti en 1 mois et demi sur d'autres résurgences qui sont plus en aval ici sur Bar-sur et non pas sur le figuré. Il faut savoir que le taux de restitution sur la source du figuré est de 94%. Donc si on injecte quelque chose là en surface au niveau de, mettons, on a des écoulements, on les retrouvera forcément au figuré. Il faut savoir aussi que dans les recherches qu'on a menées administrativement, la source des figurés fait partie à un périmètre pour un captage qui date des années 1930 par un décret présidentiel. C'est pas départemental, donc il peut y avoir un système de protection sur la source des figurés. L'étude hydrogéologique, là, on en parle dans votre document? Il n'y en a pas. Ni la CASA, ni la DTTM est au courant de ça. Il y a juste l'Adréal qui a déjà donné son avis positif. Mais il n'y a rien. Les hydrogéologues qui sont ici dans le département ont fait un courrier, un mail hier, justement pour s'étonner de cette situation. Personne ne protège les eaux. Et il faut savoir qu'on est à la recherche d'eau, que ce soit sur toutes les communes, Bourdon, Sipierre, on
Il y a même un appel à projet qui vient d'être lancé par le département pour protéger justement les ressources en eau. Voilà. Donc il y a eu, de toute façon, dans ce projet-là, il y a plein d'aberrations. L'idée, c'est de toutes les mettre en avant pour justement déjà faire en sorte que l'enquêteur public ait un avis défavorable et qu'après on puisse aller faire des recours. Donc, voilà. Il faut savoir quand plus même on a d'arguments, et plus on va pouvoir bloquer le projet. que nos sources, la source de la FOU haute et basse, n'ont pas été retenues dans l'étude. Ils estiment que Bar-sur-Loup n'a pas de source. C'est formidable. Non, mais c'est totalement aberrant, quoi. Absolument. Totalement aberrant. Surtout qu'il faut savoir, pour vous donner une idée, la source des figurés, Elle est où cette source? elle est en face Florian, derrière l'usine hydroélectrique à Pont-du-Loup. Voilà. En gros, de la prison de Grasse, tout ce qui draine la prison de Grasse, le Monté, la carrière de Gourdon, le col de Lec, tout ça, ça va en bas au figuré. Hein, c'est fait par les traçages. On connaît au niveau Swilio, je parle un peu Swilio, on connaît à peu près plus de 30 km de réseau là, en haut, là, à partir du Haut-Monté, et en dessous, le final, ça sera plus de 200 km de réseau. Le débit en crue au figuré, c'est 50 mètres cubes seconde, pour vous donner une idée. À l'étiage, on peut tomber à 10 litres seconde, mais en crue, on brasse tout le plateau, c'est quelque chose d'énorme. On a monté un centre, alors il faut que vous sachiez, en bas au pont du Figuré, on a monté un laboratoire d'analyse. Aujourd'hui, on fait que des analyses à la conductivité par rapport à l'eau. On ne fait pas la chimie de l'eau. Mais ce laboratoire, il est monté en partenariat avec la faculté des sciences de Sophia Antipolis et GeoASU. On travaille là, c'est un laboratoire permanent. On a les infos en temps réel. Et donc là, on en a discuté aujourd'hui. On va lancer un programme d'études sur la chimie de l'eau, entre autres les pollutions. Je parlais chimie humaine, hein. Mais pas bactériologique. La bactériologie ne nous intéresse pas. Mais par contre, l'usure du calcaire, ça nous... Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des sources et au niveau de l'eau, puisque ça fait 40 ans qu'on y travaille dessus. Et ça, vous allez transmettre ça à l'enquête publique. Est-ce qu'on a tenu compte, où il y a l'usine Man, il y a une bombe à retardement, c'est que pendant des années, on a mis les ordures ménagères là-dedans. Oui, en haut, sur le plateau. Sur le plateau, oui. Il y avait l'incinérateur, il y a eu beaucoup de choses. Alors si ça se rajoute avec ça, pas mal pour les gens du Bar-sur-Loup. Hein. De toute manière, il faut qu'il y ait une étude hydrogéologique. Hein. C'est impératif. C'est impératif. De toute façon, est-ce que c'est autorisé ou c'est en cours? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En 99, quand il y a eu l'étude... Pardon, je me suis mal exprimé. Est-ce que l'autorisation d'implantation de ces mâches fer a été autorisée ou non? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a l'enquête. On est en enquête publique qui a été diligentée par le préfet. Il faut quand même savoir, pour la petite information, que Mathilde nous est passée un peu dans de l'eau. C'était directement traité par les services de l'État. Donc on a été un peu bousculé pour pouvoir étudier tout le dossier. Le dossier, D'accord? Et je pense qu'il y a eu plusieurs personnes dessus, aussi bien des gens du collectif que des élus, qui soient de la majorité ou de la minorité. Donc on a pris quand même les choses très au sérieux. Alors on nous a parlé d'un courrier qu'on avait reçu, effectivement un courrier qui était traité par mes services, qui attendait une réponse de la DREAL qu'il n'a jamais eue, mais c'était uniquement pour la remise en état du site après exploitation. Mais exploitation de quoi? C'est dans le courrier par les pas de mâche verte. Je n'ai pas voulu dire que vous n'en occupez pas. Hein. Non, mais je t'explique. Actuellement, il faut que tu saches quand même que Mathilde, de toute manière, sera soumise, s'il continue, à un permis de construire. Le permis de construire, il est délivré par la mairie. Voilà. Donc là, je pense qu'on va mettre une batterie d'avocats quand même sur le dossier, histoire de pouvoir voir comment on peut contrer déjà ce permis de construire. Si toutefois le préfet s'entête à vouloir nous envoyer des ordures ménagères. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en gros, il parle de 60 000 tonnes de mâche fer brut. Une fois qu'il sera traité
il y aura 10 000 tonnes de déchets qui doivent repartir aux incinérateurs. D'accord? Lesquels? Il faut savoir que l'incinérateur de Nice, il produit à lui seul près de 80 000 tonnes de mâche fer. Et celui d'Antibes, 25 000 tonnes. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, les mâches fer de Nice sont beaucoup plus sales que ceux d'Antibes déjà. Parce que les tris sélectifs ne sont pas faits de la même manière. Hein? Donc ça veut dire que de toute façon, ils n'ont pas de limite d'exploitation dans leur étude. Et bon, si on réfléchit un peu, il y a déjà 105 000 tonnes qui se baladent, plus tout le reste sur le secteur défini par le SRADET. Il ne faut pas rêver, hein. Petit à petit, ils vont l'agrandir. Hein. Si on leur donne l'autorisation de s'implanter, ils vont l'agrandir. Après, où vont les déchets des mâches fer? On n'a pas la traçabilité non plus. C'est quoi un déchet de mâche fer? Ben en fait, c'est les mâches fer qui restent complètement impurs. Donc on ne peut pas exploiter dans les matériaux. Ils sont triés, aujourd'hui, vous pouvez expliquer un peu comment que ça se passe? Les mâches fer, moi pour moi un mâche fer c'était une cendre. J'ai visité l'incinérateur à Antibes il y a une dizaine d'années. Ouais. J'ai vu l'installation. Donc il y a des cendres, effectivement, il y a des métaux lourds dedans, etc. Ouais. Ces mâches fer aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont? Et qu'est-ce qu'on en fait? J'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que Antibes, c'est sur l'Italie, non? On m'a parlé de Fos-sur-Mer. Non, Fos-sur-Mer, c'est Nice qui va sur Fos-sur-Mer. Alors, Antibes, on ne sait pas. C'est quand même dommage. Il semblerait que ça soit. C'est quand même intéressant de voir comment ils sont traités aujourd'hui et qu'est-ce qu'on en fait pour soit. Le déchet ultime. C'est ce qu'on appelle le déchet ultime. Souvent, ça finit à Septem-les-Vallons. Dans les vallons maudits de Septem-les-Vallons. Bon, ça m'étonnerait quand même. Ah non, non, non. Alors la loi a changé parce que j'ai entendu, moi, ou j'ai lu ça sur internet, comme quoi déjà les mâches fer devraient être traitées maintenant dans le département. C'est la loi SRU ou je ne sais pas laquelle. C'est traité dans le département et on n'a pas le droit de les enfuir justement. Donc il va bien falloir, entre guillemets, les valoriser. C'est-à-dire qu'on a eu des dérogations pendant longtemps et maintenant la loi, peu à peu, doit être mise en place. Et on se retrouve avec une obligation pour le département 06. Et il est quand même étonnant. Alors bonjour, moi je suis docteur de bord, je suis la première zone de Valbonne. Donc moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude des projets, de combattre plutôt des projets immobiliers. Et c'est vrai que j'ai travaillé pas mal avec M. Mangan sur l'hydrogéologie. Donc c'est une voie très importante de lutte contre les pollutions, puisque les études hydrogéologiques sont absolument obligatoires. Moi, ce que j'ai noté dans le dossier de la MRAE, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de phrases qui sont rédigées, par exemple, sur les pollutions de l'air, étant donné que c'est considéré, donc que c'est pris en compte, nous autorisons. La MRAE autorise parce que c'est pris en compte. Pris en compte, ça ne veut pas dire qu'il y a une solution, c'est réglé en quoi que ce soit. Il faut faire bien attention aux termes qui sont utilisés dans ces dossiers, hein, chaque mot compte. Et donc je pense que dans ce dossier, c'est vrai que la voie d'hydrogéologie, elle est majeure, hein, parce qu'on est quand même sur un château d'eau. C'est une décision qui était certainement une décision éclair. Ça a été une décision éclair qui arrive comme une tentative d'implantation qui serait quand même très impactante pour toute la ressource en eau qui va quand même sur un territoire extrêmement large. Le karstique, c'est quand même extrêmement fragile, c'est quelque chose qui est extrêmement réticulé, qui est extrêmement qui est mal connu même, hein, dont on ne connaît pas toutes les ramifications, donc il est quand même difficile. Déjà, il faut s'en référer aux spécialistes, et je pense que de toute manière, c'est un dossier qu'il faut vraiment travailler de ce côté-là, et qu'il va falloir porter ardemment, mais je vois que la population de Bar-sur-Loup est motivée, donc c'est très bien. Il n'y a pas que les barreaux. Il n'y a pas que les barreaux. Il n'y a pas que les barreaux. Bien sûr, à Valbonne, on a aussi voté une motion contre cette implantation, hein, puisque il est difficile de comprendre pourquoi les déchets, pour réaliser des déchets ultimes, on va aller de Monaco, dont la maturation. Pourquoi est-ce que la maturation des déchets de Monaco doit se faire à Bar-sur-Loup? Ça devient vraiment par rebond, on arrive quand même à des décisions qui sont étonnantes, quoi, hein. Voilà, donc le droit de polluer va coûter de plus en plus cher aux entreprises.
entreprises comme Voilà, ça. donc d'une part, il va y avoir un trafic considérable, donc on va se retrouver également avec un problème de trafic. Mais je pense que la voie de l'hydrogéologie, elle est très intéressante, parce qu'ils n'ont quand même pas forcément une hydrogéologie karstique de l'autre côté, hein, donc il est plus logique que ça s'implante à l'est du département, enfin en tout cas au centre du département. Parce qu'ils sont en mesure de traiter plus sur place leurs propres déchets, puisque c'est majoritairement les déchets de l'est. Si l'on comprend bien, ils ont un tas de fumier devant leur porte, ils l'enlèvent, ils le mettent au bar sur l'eau, ça fait que chez eux, ça sent. Oui, le mettre chez soi. C'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est ça. Alors, on doit traiter localement, et le SRADET, notamment par l'objectif 10, je ne sais pas si c'est tellement compatible tout ça avec l'objectif 10 du SRADET, parce qu'on doit quand même préserver la ressource en eau, les captages, Là, c'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Géotech, qui est un des bureaux d'études de Mathilde, dit lui-même qu'une étude hydrogéologique est nécessaire. Donc, et c'est le bureau d'études qui a été payé par Mathilde. Donc on ne peut pas dire. Qui y a derrière Mathilde et Eurovia et Eurovia Vinci. on a affaire à un monstre. Et ce qu'il faut savoir aussi, je trouve qui est important, c'est que Mathilde a un capital de 1 000 euros. C'est un souci, c'est ce que je veux dire. Non mais moi je vais être un peu trivial, mais ceux qui pensent mettre ça, j'aimerais bien qu'ils m'embrassent sous la bouche parce qu'avant de me faire baiser, je me dégonfle. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé sur le dossier que Mathilde a envoyé, a déposé au gouvernement? Moi, je n'ai pas vu ce qu'ils comptent faire des lexiviens. Parce que bon, les mâches-fer de catégorie L, donc de maturation, ça veut dire que ce sont ceux qui sont les plus toxiques. Non, c'est Une les pollution très. Oui, il y a S au-dessus. Mais là, ceux qui mettent en maturation, ça va être les M pour la maturation. Mais très souvent, ils mettent du S avec pour pouvoir mixer et entrer dans les normes. Tous ceux qui sont en classe V, les valorisables, eux, donc les moins toxiques, on ne les verra pas. On verra donc que les toxiques là-haut. Et donc, ils sont là. Maturation, c'est un joli mot pour dire en fait purification. Donc, on les mouille, on dilue tous les métaux lourds et après, on a un lexivia de métaux lourds. Et ça, je n'ai pas vu dans le dossier ce qu'ils comptent faire avec ça. Ils les canalisent, ils les envoient dans un bassin de rétention étanche, en théorie. Oui, bien sûr, c'est Et ça. après, si jamais il y en a trop, ils appellent une société et des camions citernes. Oui, mais après, ils en font quoi? Après, ça part dans notre centre de traitement. Et il faut le savoir que ce soit une cuve en béton, même avec une bâche dite imperméable, elles ont tout un coefficient de perméabilité. Et il a beau être le plus élevé, aujourd'hui on sait que c'est 10 puissance 15 mètres par seconde, donc c'est très bien passé, mais en une année, c'est des tonnes de métaux lourds qui passent chaque année. Et si on fait le calcul, si on compte 15% de métaux lourds dans les mâches fer M, en général c'est plus, et ben ça fait qu'on aura à peu près entre 30 000 tonnes à 60 000 tonnes par an de métaux lourds. Voilà ce qui nous attend. De toute façon, pour la dioxine, à la limite, c'est moins grave parce que la dioxine n'est pas solide dans l'eau, c'est un composé organique. Il est où l'animateur? Je vais poser une question à madame. Vous avez dit que Carmelo. le capital social de 1 000 euros. Alors, j'ai l'impression que tous les Barois sont contre ce projet. Toute la commune de Barcelone et les communes autour. Le maire est contre. Je ne sais pas si autour de nous il y a des communes où les maires sont pour. Ça serait intéressant de le savoir. Et est-ce qu'on devrait continuer à dépenser de l'argent sachant qu'on est contre? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre nos forces pour tout arrêter de suite? Tu as raison, Carmelo. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore, on essaie de nous embrouiller avec des projets, des ci, des là. Mais stop, on n'en veut pas. Point barre.
j'ai des informations à donner ou des précisions à demander. Donc moi je suis Daniel Péton, j'habite le Rouret. J'étais dans le public lors du conseil municipal au Rouret au mois de décembre, là, récemment. Donc il y a eu effectivement cette délibération qui a été votée. Elle a été votée à la majorité. Et je ne sais pas si c'était un concours de circonstances, mais c'était sympathique. Il y a eu le bilan CASA des déchets à ce moment-là. Je pense qu'au Bar-sur-Loup, vous avez aussi présenté le bilan CASA des déchets. Et là, j'étais conseiller municipal, moi, dans l'opposition de 2014 à 2020, mais je ne me souvenais plus de ces chiffres-là. J'ai découvert quoi? J'ai découvert qu'on met dans nos poubelles grises 450 kg par an et par habitant dans la CASA. 450 kg dans les poubelles grises. Chacun peut voir un peu s'il est au-dessus ou en dessous. Moi, personnellement, je suis très en dessous. Parce que je trie, je mets mon verre, j'ai mon composteur, j'ai même acheté un broyeur pour tailler mes oliviers. Enfin, pour la taille de mes oliviers. Alors, sur ces 450 kg, vous avez 140 kg de compostable, qui n'a rien à faire dedans. C'est du compostable. Ça fait 28%. On parle des mâches verts, c'est ça. C'est des cendres. Ça fait des cendres. Vous avez 27%, 132 kg du papier et des métaux. Les fameux métaux dont on parle, les métaux lourds peut-être. Je ne sais pas si effectivement les ordures qui sont incinérées à Antibes ne sont que des ordures ménagères, donc issues des ménages. Est-ce que les entreprises, les déchets, je ne sais pas. Bon. Vous avez aussi 7% de verre, 33 kg par personne. Vous avez encore 7% de verre dans les poubelles grises. Donc les gens, ils ne vont pas mettre les verres dans les poubelles adéquates. Vous avez 5% de textile, etc. Ce qui fait que vous avez 76%, c'est la diapo qui a été montrée en conseil municipal, j'imagine aussi au Bar-sur-Loup, vous avez 76% des poubelles grises qui n'ont rien à faire avec dedans. Donc là, on est en train de se battre, et c'est bien qu'on se bat. Moi, je suis un peu... ça fait 40 ans que... Enfin, je suis écolo, on peut le dire, mais je suis un bon écolo. Voilà. Je ne suis pas un écolo sectaire, etc. Voilà. Je le dis devant tout le monde, parce qu'il y en a certains qui essaient de me faire passer pour quelqu'un de sectaire, c'est faux. Néanmoins, c'est peut-être cette question-là qu'il faut s'interroger. Et là, j'en profite, on est nombreux là, de la commune du Bar-sur-Loup, voire un peu d'ailleurs. Faites la chasse aux gens qui ne trient pas. On aura moins de problèmes. Faites en sorte, il y a 4 maires ici, il y a 3 maires qui sont un représentant de Valbonne. Vous avez 3 maires de la CASA, ça fait 20 ans qu'ils sont peut-être élus. Faites en sorte que les poubelles, on trie. Voilà, je vous remercie. Mais je suis effectivement contre aussi le fait de les traiter, notamment quand on ne sait pas ce qui va se passer. Néanmoins, moi je reviens un peu sur Man à côté. Je ne sais pas si Man doublait le volume ici. Je ne sais pas s'il y aurait autant de personnes dans la salle. Vous allez me dire, c'est pas la même chose. Moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant 40 ans. J'ai vu des choses aussi. Hein. Donc ne nous voilons pas la face. Voilà, merci. Bon, donc je pense que de toute façon, tout le monde n'est pas là pour parler de Man. Et qu'en fait, Man, parce qu'on peut quand même le citer en exemple parmi les aromaticiens, il est sur un contrôle journalier à tous les niveaux. Après, dire qu'il n'y a jamais d'erreur, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il fait partie des industriels propres. Ça fait peu de temps que je suis élue, hein, François aussi d'ailleurs. Et depuis 2 ans, on essaye de mettre pas mal de choses en place au niveau des déchets. Hein, notamment, on a réussi à faire le zéro depuis, baisser les volumes de papier. Les entreprises, bien sûr, malheureusement, abondent des incinérations. Il faut savoir que ce qui abonde énormément les incinérations, c'est les encombrants, qui sont terriblement difficiles à traiter. Je crois que la CASA, pour ça, essaye vraiment de faire des efforts. Il va y avoir bien sûr l'obligation pour les déchets organiques, des REP, beaucoup de REP, notamment sur les outils de jardinage, très très important sur notre territoire. La récupération de outils de jardinage, c'est le pire. Mais ce que je voudrais souligner, parce que moi ça fait 30 ans que je suis dans le combat, et c'est important de rester unis. C'est important de comprendre qu'on est sur un sujet et de rester sur ce sujet. Parce que ce qu'il va falloir là, c'est que vous êtes sur une tentative, et si vous voulez contrer cette tentative, il faut vraiment que vous restiez unis et sur ce sujet-là. Et de traiter les autres, en effet, parallèlement. Mais dans vos réponses, il va falloir que vous restiez très, très, à mon avis, ciblés sur une motivation de votre refus, parce que, à mon avis, vous êtes motivé à refuser. Donc, il faut rester. Ça passe ou ça casse, hein, c'est sûr, hein, ça ne réussit pas toujours. Mais je pense que là, il va falloir que vous soyez bien unis et éviter de diverger.
tant qu'à la motivation, je commence à être sceptique. Parce qu'actuellement, sur l'enquête publique, 14 personnes, et sur l'enquête par Internet, 14 personnes. À Bar-sur-Loup, il y a au moins 2000 votants. Et dans les communes environnantes, autant. Donc, et là, ce soir, on est plus de 14. Donc, ça serait bien qu'on réagisse assez vite à pouvoir aller signer cette enquête publique parce qu'elle est primordiale. Vous pouvez rappeler les délais, tout ça Les délais, ça va jusqu'au 13 janvier, mais je n'ai pas les dates sous les yeux. Oui, mais c'est le 13 janvier, la dernière, ça sera le matin. Mais il y a le 12 toute la journée. Il y en a une le 5 janvier. Tous les jours d'ouverture de la mairie. Après tous les jours d'ouverture de la mairie, même si l'enquêteur n'est pas là, il y a le classeur qui se remplit, mais uniquement pendant les heures d'ouverture de la mairie. D'accord? Sinon, vous avez aussi accès par Internet. Si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer, vous signez par Internet. Mais s'il vous plaît, faites-moi augmenter cette enquête publique. Sinon, on va être ridicule. Sur Internet, on arrive à trouver un peu des informations que vous avez données ce soir, là, et peut-être d'autres, parce que ça m'intéresse. Oui, ça c'est le kit d'argumentaire. De toute façon, tu l'as le kit d'argumentaire? Oui, le kit, oui, puis on en a Tu fait peux le projeter? oui. Voilà, on a fait un kit d'argumentaire après avoir étudié le dossier avec le collectif, de manière à ce qu'il ne suffit pas de dire non. Il faut justifier, motiver, j'ai envie de dire, pas justifier, motiver son non. Quelle est la position des Leonetti, Bio, Linard, Sioki et consorts? Alors je vais être très clair avec vous, pour l'instant, le président Lacasa nous a écrit son soutien contre ce projet. Dominique Estrosi-Sassonne aussi, on ne l'a pas réécrit. Hein. Vous avez la projection de... Vous aurez la projection après. Et Éric Pogé, qui a débuté, nous a écrit, la même lettre est partie au préfet. Hein, il faut savoir que ces courriers, il faut qu'ils aillent aussi en préfecture. Ils ne doivent pas rester dans l'enquête publique. Monsieur le maire, en 86 ou 7, il y avait un projet d'implantation d'une usine pharmaceutique à Valbonne. Et il y avait eu une enquête publique. L'enquête publique avait été mise en place une fois que l'usine était terminée. Donc ça ne fait pas grand-chose. Cela étant, à l'époque, le projet a été retoqué à 75%, justement à cause du danger, à cause de l'impact sur le réseau hydrogéologique, qui aurait impacté non seulement Valbonne, mais surtout en France. Donc, Au niveau de l'enquête publique, en tant que maire, ça marche là. En tant que mairie, vous ne pourriez pas communiquer sur les panneaux d'affichage pour l'enquête publique de faire en sorte que. Parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au projet. Excusez-moi, nous dans le quartier, on n'a rien fait. J'ai eu l'occasion de discuter avec les personnes qui n'y pensent. Vous avez été informé normalement dans le dernier Lukugiu de ce mois-ci. Vous avez eu un mot dans votre boîte aux lettres également, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la mairie, et sur tous les panneaux. Vous avez dit que vous aviez un argumentaire, justement. Est-ce que vous avez inclus justement cette étude géologique dont parlait le monsieur tout à l'heure? Je pense que oui, on a parlé d'hydrogéologie. Parce que ça c'est important, donc absolument que ça passe par oui, mais enfin, s'il y a une étude précise qui a été faite et qui date... Pour l'instant, eux ont fait une étude. Mathilde n'a pas montré d'études hydrogéologiques conséquentes. Justement, il a fait. Bien sûr, c'est pour ça qu'on se bat. Vincent Bugeaud, citoyen Barrois. Visiblement, on est tous contre ce projet ici. Ma question, elle est simple. Quels sont les recours officiels? En tout cas, est-ce qu'on a imaginé toute cette démarche? Et donc l'idée, c'est d'avoir l'info maintenant, de pouvoir en discuter, en tout cas de ces recours, et de savoir comment on peut contrer ça de manière officielle avant qu'on aille s'installer là-haut, en ZAD. Alors c'est l'enquête publique qui est en train de se réaliser. Je suis désolé, aujourd'hui, ce soir, 14 réponses. Oui, mais l'enquête publique, c'est un premier point. Ok, merci. Donc dès ce soir,
c'est qui va exploiter par contre? C'est qui va exploiter si jamais ça se fait? C'est Vinci. Ah, c'est Vinci. On donne tout à Vinci comme d'habitude, nous on est capable de le faire aussi. Hein. Mais en fait, il faut faire un rapport. Parce qu'on va pouvoir y passer la nuit, hein. Oui, 2 minutes. Non, ça c'est une pétition. Non, je ne peux pas vous faire signer le cahier. Le cahier, ça c'est la loi, doit être signé pendant les heures d'ouverture de la mairie avec le contrôle de l'employé. Quand le commissaire enquêteur n'est pas là. Les gens ont signé la pétition. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Oui, mais la pétition est une chose, l'enquête publique en est quelque chose. Mais quand vous dites que vous avez si peu de personnes qui ont participé à l'enquête publique, je pense qu'il y a cette confusion qui entraîne ce peu de participation. Oui, mais c'est pour ça que je me suis appliqué à le rappeler ce soir, qu'il y a une différence entre une pétition. Non, je ne peux pas, je viens de vous l'expliquer. Ou alors vous passez par le site. Donc après, au vu de l'étude, parce que là on a parlé de la pollution de l'eau, on a très peu parlé de la pollution de l'air, elle ne sera pas anodine, hein, puisqu'on est, déjà on est sur un secteur protégé, c'est en limite de périmètre Natura 2000 et on est en plein PNR, hein, parc naturel de Trésor de Delft. S'il vous plaît. Bah, on attend. On attend. Il faut quand même regarder qu'ils ont sous-estimé dans leur étude le trafic routier, parce que les comptages qu'ils ont faits ont été faits uniquement à l'entrée de la carrière. Il n'y a aucun comptage qui a été fait au rond-point de Châteauneuf, par exemple. Il faut savoir qu'au niveau des poids lourds, il y a la carrière, mais on a toute la ZAE. Ils nous parlent de 24 voyages jour. Ça fait 48, hein, parce qu'il y en a aller-retour. Minimum. C'est un minimum. Donc on a aussi un problème de sécurité et d'accidentologie qui existe déjà. Hein. Qui existe déjà. Alors ça sert peut-être à rien à l'agrandir ou à l'aggraver. Entre autres. Ce qui est aberrant, c'est que pourquoi, ce que je comprends pas moi déjà, c'est que je comprends pas pourquoi déjà les maturations ne se font pas à la sortie des incinérateurs. Pourquoi trimballer tous ces produits toxiques dans une zone montagne, dans une zone où il y a des ressources d'eau extraordinaires, et où il y a une biodiversité extraordinaire, on veut tout massacrer. Mais c'est quoi ce délire? À un moment donné, il va falloir se battre. Et effectivement, si ça passe, il va falloir faire une ZAD. Il va falloir se battre sérieusement. Alors, mais je ne comprends pas pourquoi, en sortie d'incinérateur, il n'y a pas déjà quelque chose où ils peuvent effectivement maturer les mâchefers directement sur place. Je ne comprends pas. Mais là ils veulent faire nouveaux produits avec. Il y a des zones de maturation en sortie des incinérateurs. D'ailleurs, elles sont complètement. Je veux dire, ça déborde. Mais là, ce qu'ils veulent faire, c'est un produit pour l'industrie. Sur mer, ils font déjà ça, je crois. Hein. Ils font déjà de la valorisation de mâchefers et ils sont en train de monter une valorisation de mâchefers pour faire des enrobés aussi. Donc, après, ils vont mettre un peu près partout. Ça existe déjà. Oui, c'est ça. Là, je sais, je parle dessus. Ils vont faire du vrac et des blocs. Oui, mais ils vont faire aussi l'enrobé à long terme. Moi, j'ai compris qu'au niveau de la carrière, ce qui les intéresse, c'est de récupérer les granulats de la carrière pour pouvoir transformer avec la... C'est que 50% du produit. 50%. Tout le reste est monté. C'est-à-dire les mâchefers, mais aussi En et plus. l'eau. Et l'eau. Il n'y a pas d'eau du robinet qui va laisser. C'est pas l'eau du foulon. On parle que effectivement de la steppe, de manne, et on parle aussi des eaux pluviales. Il n'y a pas plu pendant quasiment 6 mois. Ils vont faire quoi pendant 6 mois? Ils vont regarder les mâchefers maturer comme ça? La SEC demande au CIEF 90 000 mètres cubes par an. C'est la demande qui a été faite, dont le CIEF a dit non. Puisqu'on est sur un bassin déficitaire. Normalement, ça ne devrait pas être installé sur un bassin déficitaire
mais qui doit être justement le moins ciblé par les projets consommateurs. C'est très étonnant de mettre ça sur un bassin déficitaire, ça fait une autre position. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être relayé par la population, puisque dans les dépôts, il va falloir éviter de parler de son intérêt personnel. Par exemple, si vous vous plaignez quand vous déposez sur le fait de nuisance, le responsable de l'enquête publique va dire c'est normal, c'est un riverain qui dit qu'il a une nuisance. Donc c'est son intérêt personnel. Il faut absolument arriver à déposer sur quelque chose qui est une pollution. C'est-à-dire que vous allez déposer peut-être plus efficacement si vous expliquez que vous craignez, que vous souffrez déjà du manque de ressources en eau sur un bassin déficitaire, que vous avez souffert d'une véritable crise sèche. Si c'est le cas, il me semble que c'est le cas à Bar-sur-Loup, si vous n'avez plus si vous avez des cours d'eau en étiage et vous ne comprenez pas comment l'eau qui va être récupérée dans le cours d'eau, parce qu'en fait il faut bien comprendre que Man ne donne pas l'eau directement. Man envoie l'eau dans le cours d'eau et après l'eau va être récupérée. Donc en fait elle revient quand même dans le milieu naturel et donc elle est reprélevée dans le milieu naturel. C'est pas vraiment ce qui est évoqué dans l'idée générale de la présentation. Or, ce prélèvement dans le milieu naturel, normalement, sur un bassin déficitaire, il est absolument interdit. Donc, il faudrait déjà un dossier loi sur l'eau. Enfin, moi, je suis très étonnée que ce soit proposé sur un bassin déficitaire. Ça, c'est quelque chose, vous avez vécu des crises sécheresse, on est en évolution climatique, je ne vois pas comment c'est possible. Et puis après, il y a l'entrée sur l'hydrogéologie et la possibilité, dans un système karstique, d'une pollution lors d'un épisode climatique, lors d'un épisode saisonal. Il est quand même difficile de penser que ça peut ne pas déborder, puisque des camions doivent vider le trop-plein. Or, en épisode climatique, comment est-ce que les camions peuvent accéder? Pas forcément. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que les camions peuvent accéder, alors qu'à ce moment-là, justement, on est lors d'un épisode violent, avec une pluviométrie difficile à gérer? Voilà, ça, ce sont vraiment des risques. Mais il faut se centrer sur les risques et pas sur les nuisances. Et sur l'ancienne décharge, qui est toujours vivante, même qu'on ne verse plus, au plateau de la Sarrée, pendant des années, on a versé les poubelles. Et ça, c'est une bombe à retardement. Ça. Et ça, on n'en parle pas. Je dirais, elle existe presque dans toutes les communes. Et ça sera vous l'avez partout, vous l'avez à Valbonne, je connais bien aussi Valbonne, à l'ancienne décharge de BG. Vous l'avez à Saint-Césaire aussi, sous les usines à l'heure actuelle. Vous l'avez partout dans le département. Ça sera ajouté avec le match fer. Ça sera encore en plus. Ça sera la cerise sur le gâteau. Moi je dis, au niveau de l'eau, il faut protéger l'eau. Aujourd'hui, la ressource en eau, donc il faut protéger. Il faut un petit peu comme c'est fait à Sipierre, où il y a une zone de protection sur les massifs. Il faut qu'on... Et c'est la seule dans la région PACA. C'est la première et c'est la seule qui existe aujourd'hui par rapport au rail. Je travaille là-dessus. Il faut protéger les massifs. Si on ne protège pas les massifs, il faut accentuer le plus possible les politiques, la DDTM, l'ADREAL sur la protection de l'eau. Si on ne fait pas ça, ça on avait à un moment donné pas. interdit de boire l'eau de la fosse parce qu'elle sentait la parfumerie. Il y a des phénols. Ça sentait la parfumerie et pendant plusieurs mois, on n'a pas pu boire, pour les anciens, on n'a pas pu boire l'eau qui venait de la fosse. Mais c'est pareil à Saint-Césaire, sur les sources dans la vallée de la Sienne qui sont polluées à cause de la zone industrielle. Du moment que vous mettez des parfumeurs, ben, automatiquement vous avez plus de résidus qui sortent. Enfin, il n'y a pas que les parfumeurs. Mais c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. C'est ce qu'on fait. Quelle est la suite alors? La suite, c'est de faire une belle étude. À Biot, ils ont levé... Alors, il ne faut pas oublier qu'après les épisodes de Biot, il y a une dame qui était très engagée dans une association, une dame qui était infirmière à la retraite, qui connaissait beaucoup de monde. Et en fait, en un mois, ils ont levé plus de fonds qu'ils n'espéraient. Ils ont levé, il leur fallait 9 000 euros, 10 000 euros. Et ils en ont même eu plus, parce que tout le monde a donné un petit peu. Et
bon, ça a permis de faire une étude hydrogéologique pour laquelle d'ailleurs le professeur Mangan a donné des documents très précieux. Et c'est vrai que refaire l'étude, moi il me semble, vous venez de le dire, hein, cette étude qui a été faite, qui est quand même pas très coûteuse, hein, parce que c'est pas quelque chose de colossal. Hein, là, eux, c'était pas l'étude du bassin versant de la Brague. Hein. Oui, c'est pas une autre chose. Il y avait beaucoup d'études qui étaient déjà faites. Oui, ils en avaient 200. Mais il fallait quand même les collationner et les analyser. Mais mettre des réactifs et de la fluorescéine et regarder où ça ressort, je pense qu'en plus, c'est pas quelque chose de... Il faut l'autorisation du propriétaire. Est-ce qu'il est déjà propriétaire? Oui. Sur la carrière, sur la zone. Ils ont déjà acheté le terrain? Non, c'est une location. C'est une location. Bon, ben, c'est la SEC. L'entreprise de faire des études. C'est pas ni aux gens, ni à la mairie de faire des études. C'est à l'entreprise d'apporter des informations concrètes. De toute façon, ce projet est juste hallucinant, à tout niveau. Mais juste pour dire quand même que cet été, on a eu une année de sécheresse particulière. Je crois que l'arrêté de sécheresse s'est arrêté la semaine dernière. Moi, j'habite en bas de l'Escure. L'eau, elle n'a pas coulé du tout de l'été. Il n'y avait plus d'eau du tout. Donc ça veut dire que le débit réservé, il est même pas là. Et qu'en fait, ça a recommencé à recouler que le 9 décembre. Depuis cet été au 9 décembre, il n'y a pas eu d'eau dans l'Escure. Donc il faut s'habituer à vivre aussi avec moins d'eau. Ça, c'est très important. Et c'est pas avec des entreprises ultra consommateurs d'eau qu'on va arriver à s'en sortir. C'est juste une aberration. C'est juste une aberration. Un bémol pour l'Escure, il y a eu moins d'eau depuis qu'on a fait la place des pins avec le goudron et tout. L'eau n'est plus allée dans la source. Voilà. Ça, il faut le savoir. Que l'Escure avait beaucoup plus d'eau avant qu'on bétonne près du lac. Après, au niveau des actions, on va dire, actions politiques par rapport à la mairie, nous, à Saint-Césaire, on est en train de faire un PPRI, un plan pour les risques d'inondation. Est-ce qu'il y en a un qui a été prévu par rapport à la carrière? Parce que la carrière, elle a quand même une certaine surface, et dans le cas d'un phénomène cévenol, on va quand même drainer beaucoup d'eau sur ces quelques centaines d'hectares, pas une centaine d'hectares, mais ça va être vraiment un gros goulet, et le goulet, il est juste à l'aval, là où va être fait l'usine. Donc ça va faire un entonnoir, et tout va passer ici à cet entonnoir. Donc est-ce que là, il y a une action, je ne sais pas au niveau de la mairie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au niveau du risque d'inondation? Alors ils ont fait une étude, d'après leurs calculs, il semblerait que le goulet dont vous parlez soit suffisant pour absorber l'événement. Maintenant, il faudrait que j'ai montré. Un événement de 200 mm en 3 heures. Voilà, comme on a vu quand il y a l'Origo, le souci, je rappelle l'Origo. De ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont partis avec un événement à 10 mm. On en est très loin. C'est ce qui est tombé l'autre nuit à Gourdon. Tout à fait. Tout à fait. Bien d'accord. C'est sûr que sur le tempête Alex, alors, il faut savoir que l'observatoire, EduMed, l'observatoire, donc on est en train d'installer des stations météo un petit peu partout là, sur le plateau de la Malle, de la Sarré aussi, sur Gourdon, donc on a des installations qui sont là justement pour faire du scientifique maintenant. Donc on veut savoir ce qui se passe exactement par rapport au milieu karstique et la pénétration de l'eau qui se fait sur tout le plateau de la Malle, la Sarré bien sûr. Et ça va jusqu'à la prison de Grasse. Pour l'avoir mal calculé, il y avait le pont, la route qui passe sous Zineman, où maintenant Man a fait toute l'étude de privation. Un ingénieur des ponts a été obligé de prendre sa retraite anticipée, parce qu'il y a le pont qui est parti. J'ai passé de faire une demande de permis de construire. Oui ou non? Oui. Donc ils vont être soumis aux mêmes obligations que n'importe quel petit habitant qui demande un permis de construire. C'est-à-dire le risque de mouvement de terrain,
les risques d'incendie, sur l'assainissement individuel, c'est ça? Les risques d'incendie en haut. Et montée en terrain? Montée en terrain, il y a quoi? Ils n'ont pas le droit de mettre ça. Ça va chauffer. Non, mais il y a bien. Alors, en plus, ils vont avoir. Le mouvement de terrain est que le trafic attendu, je vous donne les détails puisque je les ai relevés, c'est 9 semi-remorques par jour, 12 camions plateaux jour, 12 camions toupis au béton par jour, 2 camions de béton en sortie et un camion d'imbrûlé par semaine. Voilà, ça c'est le trafic qui sera rajouté sur l'existant déjà. En théorie. Il n'y a pas les camions de Lixiviat dedans. Il n'y a pas le Lixiviat ne sera là que lorsqu'il faudra le monter. De toute façon, on ne sait même pas où c'est qu'ils ont. Mais en parlant des camions de Lixiviat d'ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils travaillent avec Météo France. Parce qu'en cas de grosse pluie, de pluie intense, ça veut dire qu'ils vont mettre combien? 50 camions là-haut pour récupérer? Ils ne peuvent pas le gérer. Le problème, c'est qu'en plus, ils ont un niveau dit une signalétique par un trait de peinture. Quand ça va tomber un événement sévenol, le temps qu'ils réagissent, ça a débordé. Il n'y a pas de mystère. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Si on résume, je nomme à raison, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On signe Vous commencez par signer les pétitions et les cahiers. S'il vous plaît. Parce que 14 et 14, c'est vraiment ridicule. On signe tout et ça continue. La mairie refuse le permis de construire. Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Après l'enquête publique, il y aura les recours. Et nous ferons les recours nécessaires. On contactera les avocats qui vont bien là-dessus, parce qu'il faut des avocats spécialisés. Et on travaillera ensemble pour monter les dires qui vont bien. On sera tenu au courant? Ah ben évidemment. Qui nous a bien dit. Ça y est. S'il vous plaît. Oui, bonjour. Avec Moretou, nous avons vu le commissaire enquêteur et il nous a dit que quand il remettra son avis, généralement, son avis est suivi. Voilà. Alors, je voulais vous le dire parce que c'est très important d'aller voir le commissaire enquêteur ou bien de remplir en ligne votre avis ou c'est très important. Je suis désolé, c'est pas suffisant parce que même si un avis enquêteur donne son avis défavorable, le préfet peut tout à fait s'asseoir dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça c'est vu. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Oui, mais regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, les panneaux solaires à Torrent, il n'y avait que des avis défavorables. Et le projet est quand même passé. Monsieur le préfet, alors aujourd'hui il y a la Farge. On ne parle pas tous en même temps, je suis désolé, la stéréo. La Farge, ils sont fermés, ils en ont pour 100 ans, Jean-Pierre. Ah, ils veulent mettre du match fer, il y a la Farge. C'est comme ça qu'il faut faire. On parle de taxe carbone, on parle d'ici, on parle de là, on monte le gazole et tout. On va ramener des poubelles de Nice à la Sarrée, alors qu'à compte, ils ont 5 km à faire. Voilà. Le président ou n'importe qui, je m'en fiche. Franchement, j'ai 17 ans de pompiers à Barcelone, on va polluer chez nous. Non. Pourquoi on ne va pas polluer Antibes? On a le mal, on en a assez. On veut ni Vinci ni personne. Vinci dans la carte, on en a assez. Ils prennent tous les travaux. Mais attendez, il faut être capable quand même de parler sans passion. Il y a une augmentation de la pollution de l'air par la circulation. Georges K. C'est impressionnant. Les gaz d'échappement, c'est impressionnant. Vous voulez en vélo? C'est carbone, quand ça consomme 300 litres de gazole par jour. Par camion. Bon, bonsoir tout le monde, je vais juste prendre la parole 2 secondes.
d'abord, je voulais remercier François pour l'initiative de prendre cette réunion publique. Alors, moi, je suis Richard Thierry, je suis maire de Courbe. Et merci parce que moi, je découvre un petit peu le projet là. Et j'ai quelques interrogations quand même, parce que même en vous entendant, je suis un petit peu perplexe par où on en est dans le processus précis d'autorisation. Parce que je vois que c'est une demande d'étude environnementale qui a été, dans un premier temps, validée par le préfet après l'avis de ses services, donc la DREAL, préfet de région, on parle, je pense. Là, on est vraiment dans la région. Et ensuite, enquête publique. Donc, si l'enquête publique est favorable, à ce moment-là, effectivement, le préfet s'appuiera dessus pour autoriser le projet, parce que là, c'est supra-communal. Ça marche plus là. Sabotage. Parce qu'on ne voulait pas du travail, donc on va voir. On ira pas réfléchir quand il faut y aller. Donc, il s'appuierait dessus. Si l'enquête publique est défavorable, donc là, effectivement, il prendra sa responsabilité, si je comprends bien. Oui ou non. Mais effectivement, je pense que le plus important, et ce que je comprends là, c'est que la plupart des Barrois, la quasi-totalité, vont debout contre ce projet. On est d'accord ou pas? Le conseil municipal a voté contre le projet. À l'unanimité. Voilà. Donc, il y a un grand principe, à mon sens, c'est que le préfet devrait entendre avant tout la vie des Barrois. Et donc, étant donné que la commune a voté contre, il devrait l'entendre. Moi, ce que je peux dire, parce que il y a une personne qui est un petit peu, comment dirais-je, interpellé les maires présents de la CASA. Donc, il y en a un certain nombre qui ont déjà voté contre. Oui. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, puisque vous êtes tous contre, Courbe sera avec vous. Voilà. Donc, moi, je vais proposer à mon conseil municipal une motion aussi, dans le même sens, par solidarité, bien évidemment. J'ai entendu tous les arguments. Alors, l'argument sur la pollution de l'eau, c'est l'argument numéro 1, me semble-t-il. Je pense qu'il faut que vous insistiez beaucoup là-dessus, tous, dans vos commentaires sur l'enquête publique. Et puis, au-delà de la commune, effectivement, l'argument sur le trafic routier, que ça engendrerait encore plus, c'est aussi essentiel, me semble-t-il. Donc, voilà. Et puis, effectivement, comme l'a dit mon voisin de droite, on a du mal à comprendre comment des déchets qui sont produits à un endroit sont traités à des kilomètres. Alors, au jour d'aujourd'hui, on parle du développement durable, on parle de réduire la pollution automobile, etc. Et on va en rajouter encore avec un projet comme ça. Donc, effectivement, ce projet me semble totalement pas du tout dans l'air du temps, on va dire. Voilà, contraire à l'air du temps. Donc, on votera contre à Courbe. J'espère que mon conseil municipal me suivra, mais j'en doute pas. Voilà. Moi, je pense surtout aussi à tous ceux qui vont travailler le matin et qui passent par près du lac pour aller bosser. Déjà, c'est l'enfer. L'enfer. Tous les matins, tous les soirs, c'est l'enfer. Mais alors, avec 50 camions en plus par jour, vous allez voir. C'est qu'un début. Ça va être sympa. Concernant les rejets de CO2 estimés concernant la production d'électricité sur site, ce sera égal à 16 tonnes équivalent de CO2 par an. Le GNR, c'est-à-dire donc le gasoil si vous préférez, au total ce sera 476 tonnes de CO2 an. Et le carburant VLPL, c'est 272 tonnes de CO2 par an. Donc, et c'est, encore une fois, c'est de l'estimé. Le réel, à mon avis. Qui est fait par le constructeur et qui ne compte pas. Absolument. Absolument. Voilà. C'est fait sur piste et non pas dans la montée de la Sarrée. Tout à fait. Vous prenez un camion, montez la Sarrée, vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez l'aiguille, comment elle fait. Je vous en parle pour connaissance de cause parce que je le fais pratiquement tous les jours. Juste une petite remarque. On parle des camions, on parle des camions au niveau de la pollution des engendrer. Mais il n'y aura pas que les camions, puisqu'il va bien falloir des gens pour travailler dans cette usine. Donc il y a tous les gens qui vont venir travailler. Ça va faire, a priori, ça fera Ils seront autour de 10 personnes, d'après le Je voulais soulever un point aussi au niveau des pollutions. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je suis spécialisé dans la brumisation pour le traitement des poussières. J'ai des clients qui me parlent des émissions de poussière et des pertes en masse, notamment dans le compostage, qui est limite moins volatile que le mâche fer. Je travaille aussi sur des sites
d'incinération commise sur du mâche-fer, on peut estimer au bas mot une perte de masse de 10% rien qu'aux envols. Quand on prend le taux de zinc qui est considéré de 65 mg par kilo de mâche-fer, c'est rien. Quand on le multiplie par 60 000 tonnes, ça fait 3 tonnes 9 de zinc. Donc 10% d'envol, 390 kg. Et donc tous les ans et sur les hectares autour du site. Donc je voulais soulever ce point parce que la liste des matières qui vont se disperser dans les sols, enfin en surface des sols et être imprégnées dans les sols dans les années qui vont suivre, ça va être colossal. Mais c'est ce qu'il faut marquer dans l'enquête publique. Donc après, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que par hasard, à la Sarré, vous savez qu'on a ZAE à développer, on est obligé de refaire ce qu'on appelle une étude environnementale, une 4 saisons. On n'est pas obligé de le faire. D'accord. Là, sur la carrière, ils ont fait cette étude d'impact environnemental, et bizarrement, il n'y a pas d'espèce en jeu là-bas, il n'y a pas de mesure compensatrice. En carrière Eh oui. En carrière, je vais vous expliquer quelque chose. Il laisse un morceau de colline avec un chêne, parce que c'est la seule espèce qu'il y a ici. Voilà, c'est un chêne. Vous pouvez y aller. Ils n'ont même pas le droit de toucher à la montagne. Allez voir l'ONF et vous verrez. J'y ai travaillé, je le sais. On m'a dit surtout t'attaches pas cet arbre-là. On arrache la montagne, mais pas cet arbre-là. C'est bien que je vois pas. Mais comment ils sont les monter monter à l'arbre-là? Si on nous arrache l'arbre, il faut la carrière. Le chêne dont tu parles, il est sur le territoire de Gourdon. Là, on est sur le territoire de Bar-sur-Loup. Je te dis, le chêne dont tu parles, il est sur le territoire de Gourdon. Il n'est pas sur le territoire de Bar-sur-Loup. Non, mais c'est la Sarré. Oui, sauf que là, oui, mais je suis désolé, là, on s'occupe avant tout de notre territoire, égoïstement. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, on essaie de se préserver. Et si la mairie déclare zone protégée, par exemple? Et c'est pas naturel. Déjà, on est sur le canal de Cossol. On est en limite de la zone Natura 2000. Un bon ou un val? Et de toute façon, le problème n'est pas là, hein, c'est comme à Tchernobyl. Hein. Vous savez que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. Là, les poussières elles vont s'arrêter à la limite. La limite de la zone protégée, je viens de vous la mettre sur l'écran. Elle est ici. Voilà. En dessous, tout ça, c'est pas protégé. Tout à fait. La zone d'étude est reprise ici. Le nuage de Tchernobyl est arrêté à la frontière. Donc les poussières, le Tchernobyl s'arrêtait à la frontière. Il va prendre la parole? Non, c'est pas. Monsieur Mèche, qu'est-ce qu'il pense? C'est ça? Monsieur Mèche, qu'est-ce qu'il pense? Je peux avoir son avis? Monsieur Mèche. Le maire de Gourdon, qu'est-ce qu'il en pense? Il va lui poser la question. Moi, pour l'instant, je refuse. D'accord? On lui a demandé sa position par écrit, on attend toujours la réponse. C'est noir. D'accord? Il sera possible d'avoir ce document que vous projetez, est-ce qu'il est public? On peut le télécharger si vous voulez l'adresse. Grasse, on l'attend. Grasse, on l'attend. J'ai laissé un message au maire de Grasse alors, à 3 titres, parce qu'il est maire de Grasse, parce qu'il est président du CIEF, donc c'est quand même le canal de Foulan, parce qu'il est président de la CAPG. Il y a un jeune homme, et qui sympa qui jette. Donc si j'ai bien compris, toutes les communes alentours, tout le monde apparemment ne se pas les comptes. Alors il n'est pas possible d'organiser une action commune pour montrer qu'on est tous unis pour ce projet. Donc ça, l'union fait la
déjà, c'est énorme. Hein. Que les communes soient toutes là, on fait des motions, Tout ce que vous voyez là projeté à l'écran sera remis au commissaire enquêteur. Là, il faut vraiment féliciter votre maire, hein, parce que le fait qu'on soit autant de communes qui aient délibéré aussi rapidement pour faire des motions contre un projet, alors que nous, on n'est quand même pas voisins, on est à Valbonne. Non, là, on va quand même dire merci à François, là-dessus, il a été très efficace, hein, parce que nous, on a eu un conseil il y a quoi, 10-15 jours, on avait la motion, on a rajouté la motion au conseil municipal de Valbonne. François donc, nous avait fait parvenir le dossier très rapidement. On a entièrement confiance en lui. On a lu et analysé le dossier rapidement. On a pu faire cette motion déjà il y a 10 jours en conseil municipal. C'est très très rapide. Le fait qu'on soit autant de maires, d'adjoints, enfin de représentants de nombreuses communes alentours, alors que Valbonne on n'est même pas voisins, hein, c'est quand même une bonne preuve d'efficacité. Et ce groupement il est déjà fait. Et ça, personnellement, j'ai jamais vu ça aussi rapidement. Franchement, bravo. Surtout des motions municipales. Par contre, quand je lui ai dit, mais tu sais, on va refuser là-haut, il dit, bon, bah, ça viendra chez moi, tant pis. Et puis ce soir, c'est plus sain. Et puis voilà, il faut que, si vous connaissez certainement des édiles dans d'autres communes, vous pouvez leur en parler. Et plus on est nombreux, plus c'est facile de convaincre les voisins. Je pense que si on est de nombreuses communes, M. Viau va... Mais je pense que sur le fond, Casa... d'accord, le problème, c'est qu'il m'apparaît pas. Parce que dans quelques minutes, il est réservé aux Barrois. À tout le monde. Tout le monde. Ouais. Juste une question, avec l'adresse mail sur la pétition, est-ce qu'on va avoir un suivi ou est-ce qu'on peut rejoindre le collectif? Et si oui, comment? Pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux comme moi. Déjà, tu peux signer la pétition là, on s'entend. Et puis le collectif, bah écoute, on en parle tout à l'heure, pas de problème. Ok. Bon, bah, je pense qu'on ne va pas discuter pendant des heures et tourner autour du pot. Sachez quand même que les maires du Haut-Pays, qui à mon avis passeront passer en conseil municipal, ils sont bien au-dessus de notre problème, mais ils sont avec nous par solidarité. Je pense qu'il y a une majorité des maires de la Casa qui nous suivent, et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc moi, personnellement, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je m'excuse de mon état fébrile actuel, mais bon, il y a des choses qui vous tombent sur la tête comme ça. Bon, c'est pas le Covid, hein, c'est simplement la crève. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de répondre à l'enquête publique, que ça soit par la mairie ou par le site. Et vous pouvez utiliser les kits qu'on a fait, ils sont là, si vous voulez, on vous fait des photocopies, on vous les donne. Il y a des kits ici, de propositions de réponse. Personne va vous les distribuer à la sortie. Merci.